Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTS. Bienvenue dans votre émission Le Club des Sports qui est diffusée tous les mercredis soirs sur les antennes de la RTS. Avec moi sur ce plateau, Aruna Dem. Aruna, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. À ma gauche, Salif Diallo. Salif, bonsoir. Bonsoir. Et aux côtés de Salif, il y a Demba Varor, fidèle au poste. Demba Varor, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. C'est parti, chers amis, donc, pour un nouveau numéro du Club des Sports. Notre premier thème porte sur le MMA, les arts martiaux mixtes, une discipline qui fait de plus en plus parler avec la participation de beaucoup de lutteurs sénégalais dans les combats ces derniers temps. Aruna Dem, est-ce que nos lutteurs sont prêts pour le MMA? Les résultats récents montrent, Ibrahim, le contraire. Je pense qu'au début, certains ont pensé qu'avec quelques succès de Bombardier et Regrec, c'était un sport fait pour les lutteurs sénégalais. Mais la réalité les rattrape aujourd'hui parce que quand on a commencé à un peu élever le niveau, à croiser les meilleurs en la matière, on a vu que ça a créé de la casse. On a vu ce que le Polonais a fait à Bombardier. On a aussi vu d'autres lutteurs sénégalais qui se sont aventurés sur ce terrain-là se faire quelque peu massacrer. Donc ça montre quelque part qu'il y a quand même du travail à faire. Et je pense aussi qu'ils devront choisir entre faire la lutte avec frappe, qui est un peu la marque de fabrique du Sénégal, et le MMA. Parce que ce n'est pas simplement des coups de poing, comme on en fait ici. Surtout que la plupart d'entre eux ne sont pas des spécialistes de la boxe. Or, les adversaires qu'ils croisent sont très bons en boxe, et en boxe taille souvent, où on utilise énormément les pieds. Si vous avez vu sur ces combats-là, pour avoir eu la chance de suivre le gala de MMA organisé à l'Esplanade du Grand Théâtre l'année dernière, on a vu quand même que ce n'était pas un sport très simple, fait pour des gens qui sont mous. C'est très violent, extrêmement violent. Je pense que parfois, on reçoit des coups qui peuvent être mortels, à la limite. Parce que vous êtes plaqué au sol, vous n'avez pas les moyens de vous défendre et votre adversaire vous arrose de coups carrément. Et tous les coups sont permis dans ce sport-là. Et donc, le constat que moi je fais personnellement, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment armés. Parce que souvent, ils ont leur technique de lutte simple, ils ont quelques coups de poing et ils pensent qu'avec ça, ils peuvent s'en sortir à cause de la masse physique qu'ils ont. Or, ce n'est pas que ça. Il y a certaines techniques de combat qu'ils n'ont pas et qui sont nécessaires pour pouvoir pratiquer ce sport-là. Ceux qui veulent le faire, je pense, devraient se spécialiser. Surtout, il faudrait faire très attention. Ceux qui ont plus de 40 ans, de la catégorie de bombardier, je pense qu'ils ne devraient plus s'essayer à ce combat, à ce sport-là, parce que c'est leur vie qu'ils risquent en quelque sorte. Salif, la lutte simple et la lutte avec frappe, sont-ils un cutus pour aller faire du MMA? Non, loin de là, loin de là. Certains de nos lutteurs avec frappe ont du mal déjà en boxe. Et la boxe, c'est vraiment une discipline minimale pour faire les MMA. Ils sont mieux que par l'argent. Il ne faut même pas chercher de miracles. Leur problème, c'est des gains. Ils ont appris qu'à MMA, on peut avoir de l'argent. Ils sont allés là-bas. Ils sont nullement préparés. Certains même ne sont pas préparés à la lutte avec frappe. Ils sont préparés qu'à la lutte. La preuve, ils essaient un temps soit peu de faire de la boxe. Mais on a vu que s'ils rencontrent vraiment des gens qui sont formés d'abord en boxe, ils ont des problèmes. La preuve, moi, je n'ai pas encore vu des lutteurs sénégalais quitter la lutte pour aller faire la boxe. Or, le MMA, c'est vraiment des arts martiaux mixtes. C'est beaucoup de disciplines dans une discipline, autant pour moi. Donc, ils ne sont vraiment pas préparés. Ils doivent faire le choix entre MMA et la lutte avec frappe. Parce qu'il faut aussi qu'ils s'informent. Aujourd'hui, les grandes compagnies qui organisent les combats de MMA, ils veulent s'ouvrir à l'Afrique. Les plus grands champions aujourd'hui, les poids moyens, c'est les Nigérians. Les poids lourds, c'est le Camerounais, là. Ouais. Je pense Nganou, c'est ça, exactement. Donc, ça, il y a beaucoup d'argent à gagner, mais qui se préparent en conséquence. Et Aruna a parfaitement raison, ce n'est pas une discipline de personnes âgées. Non, il faut être bien physiquement. Faisons la comparaison entre nos lutteurs de poids lourds et les tireurs en MMA. Les tireurs sont sveltes, ils sont vraiment en très bonne forme physique. Ce n'est pas nos gars qui ont parfois des bedaines de gros ventre. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faudrait qu'ils sachent faire en soi. C'est vrai que l'argent, c'est important dans la vie, pour tous mais il ne faut pas mettre sa vie en jeu quand on n'est pas préparé à discipline. Ouais. Le Camerounais, c'est bien Francis Nganou. Demba Varor, est-ce que nos lutteurs
peuvent bien réussir dans le MMA? Pour les petits combats, oui, mais les combats qui apportent des sous, qui apportent beaucoup d'argent, non. Parce que je pense que la préparation est même diamétralement opposée. Pour le MMA, il faut avoir de l'explosivité. Alors que quand on te prépare à la lutte, c'est vrai qu'un lutteur doit avoir un peu d'explosivité, mais pas beaucoup, parce qu'on les prépare souvent à avoir de la masse pour ne pas que les adversaires puissent les bouger aussi facilement. Donc, ils sont beaucoup plus robustes pour vraiment rester et ne pas être rapidement bougés. Autre chose, c'est que quand tu ne sais pas faire un coup de pied et quand tu ne sais pas faire de la boxe, tu ne peux pas faire du MMA. Alors que ces deux aspects-là, en lutte avec frappe, sont minimes. Tu ne frappes pas, c'est interdit. Avec le coup de pied, c'est interdit. La boxe, nos lutteurs ne sont pas de bons boxeurs. C'est très rare parce que même Lac de Guerre 2, qu'on appelait le puncher de Wallo, ce n'est pas un bon boxeur. C'est un piètre boxeur, mais on l'appelait le puncher de Wallo parce qu'il a eu à faire 1 ou 2 KO. Mais ce n'est pas des KO que tu peux faire vraiment en MMA. En MMA, le temps que tu frappes du gauche, tu as déjà reçu 2 ou 3 coups. La preuve avec Bombardier, le temps qu'il n'arrive, il avait déjà pris le coup du Polonais. Il était extrêmement lent dans ses déplacements et même dans sa façon de vouloir frapper. Donc je pense que la préparation pour la lutte et la préparation pour le MMA, c'est diamétralement opposé. Et comme le dit Aruna, quand ils veulent choisir, il faut le faire pour moi avant les 30 ans. Après les 30 ans, ça commence à devenir trop tard. Francis Ngannou, c'était un excellent boxeur. Il a fait les Jeux Olympiques Athènes 2004. Donc, quand tu as fait de la boxe, tu sais te déplacer, tu sais encaisser des coups, tu es appelé vraiment à encaisser des coups. En MMA, tu dois savoir encaisser. Nos lutteurs ne savent pas encaisser les coups. Ils savent faire du corps à corps. C'est ça que quand ils se préparent, ils font 80% de corps à corps. Le MMA, c'est très rarement que tu fais du corps à corps. Tu peux le faire. Et puis, il n'y a pas la possibilité de fuir comme en lutte avec frappe, parce qu'avec la cage grillagée, voilà. Donc il n'y a pas d'issue. Amul Guinassa. Donc c'est vraiment Kini. Je pense que c'est vraiment diamétralement opposé. Et il faut faire le choix avant les 30 ans et avoir un entraînement spécifique. Ngannou, quand il a voulu faire du MMA, il a arrêté la boxe. Il est parti chercher un grand entraîneur à Paris, une salle où s'entraîner pour faire le MMA. Quand il a dépassé le niveau-là, il est parti aux États-Unis. Donc c'est par étapes. Pour gagner vraiment suffisamment d'argent. Parce que leurs combats-là qu'ils sont en train de faire, les regrets et tout, ce pas des combats qui t'apportent de l'argent. Un combat ici au Sénégal de lutte t'apporte beaucoup plus que leurs combats qu'ils sont en train de signer. Mais quand tu veux vraiment atteindre le niveau des Kamaru Ousmane, le Nigérian qui a gagné cette année, il a gagné plus d'$1 million annuel pour cette année. Donc quand tu veux atteindre ce niveau-là, vraiment il faut te consacrer au MMA et arrêter la lutte avec frappe. Il faut expliquer aux gens qu'il y a beaucoup de ligues, mais la plus grande ligue en MMA, c'est l'UFC. C'est ça. C'est le must. Aruna, que pensez-vous de la décision du Comité national de gestion de la lutte, le CNG, qui a interdit aux lutteurs de s'engager en MMA quand ils sont sous contrat avec des promoteurs au plan local? Je pense que c'est une décision qui aurait été prise depuis longtemps. C'est vrai que le MMA n'est pas très vieux au Sénégal. Ça fait 3 ans, maximum 4, qu'on commence à parler de ce sport-là avec Bombardier, qui a été le précurseur. Mais il protège les intérêts des promoteurs sénégalais qui se posaient des questions. Bombardier est sous contrat. S'il avait pris un coup qui l'empêche de boxer dans la lutte sénégalaise, je ne dis même pas boxer, de lutter au Sénégal pendant 6 mois, parce qu'il y a certains coups que tu prends, le médecin te dit tu n'as plus le droit de t'entraîner pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Il y a une période de récupération qui est nécessaire. Même ici, tous les lutteurs qui sont mis KO sur les combats qu'on organise de lutte avec frappe, ils sont obligés de retourner voir le médecin du CNG qui leur dérive un certificat d'aptitude avant leur prochain combat, sinon ils ne luttent pas. Donc ça veut dire quelque part qu'il y a un aspect médical qui est pris en compte. Donc les coups qu'ils prennent là, c'est des coups qui sont à même de les empêcher de lutter alors qu'ils sont sous contrat. Donc ça peut porter préjudice
aux promoteurs qui ont signé leur combat, et ça peut porter préjudice à la lutte sénégalaise en tant que telle. Parce que quand on reporte un ou deux grands combats, tout simplement parce qu'il y a un des lutteurs qui n'est pas disponible parce qu'il a pris un coup là-bas à MMA, donc on ne protège pas les intérêts de cette discipline au Sénégal. Donc c'est à juste raison que le CNG prend cette décision-là. Je pense qu'il faut réglementer. Ceux qui décident de lutter ici, dans les combats de lutte avec frappe, ils restent là, ils sont sous contrat, ils luttent. Et qu'on leur paye ce qu'on leur doit et qu'on organise les combats. Parce que si on en arrive à ces situations-là aussi, c'est parfois parce que vous signez un contrat pour un combat dans les 6 mois ou dans un an, vous restez 2 ans ou 3 ans. Il y a des affiches qui sont là ficelées depuis 3 ans, qui n'arrivent pas à être déroulées. Le CNG doit aussi régler ce problème-là. Parce que vous signez avec quelqu'un, il n'a pas de date où il y a des contraintes qui font qu'il n'organise pas le combat, on reporte. Il n'y a pas... Quelque part dans la réglementation, le CNG devrait aussi fixer des limites aux promoteurs pour que si un tel délai est dépassé, que le lutteur soit libre d'aller signer avec qui il veut. Mais dès le moment que vous êtes, je donne des exemples, vous êtes sous contrat, vous appelez Balgay, vous êtes sous contrat avec Gaston Meng, qui vous dit vous luttez le 4 avril 2021, jusqu'au 4 avril 2022, vous n'avez pas lutté, vous ne pouvez pas aller signer avec quelqu'un d'autre, on ne vous libère pas. Donc il y a un problème. Je l'ai dit, je prends l'exemple de Gaston parce que c'est notre doyen à nous tous, quelqu'un qui a quand même énormément, le Don King qui a énormément fait pour la lutte, l'une des références dans ce milieu-là. Donc c'est des contraintes. Je pense que le CNG a bien fait de mettre là ou là, de demander à ces lutteurs-là, parce qu'il y a beaucoup de lutteurs aujourd'hui qui ont tendance à, une fois après avoir signé leur contrat au Sénégal, d'aller s'essayer au NMA, où ils prennent des coups qui risquent d'hypothéquer leur combat qu'ils ont au Sénégal. Si on ne réglemente pas, même d'ailleurs au-delà de ça, par rapport aux licences et tout, il y a administrativement un travail à faire. Parce que dans les autres pays, si vous êtes licencié d'une fédération ou d'une ligue, on ne vous permet pas d'aller dans la ligue concurrente. Et aujourd'hui, le NMA est devenu une sorte de concurrent pour la lutte avec frappe au Sénégal. Ouais. Et pour certains observateurs, même la participation de ces lutteurs en MMA est très mal vue par le CNG et par les promoteurs qui ont tout fait pour que ces décisions puissent être mises sur la table. Mais je suis partagé par contre. Vous savez pourquoi? Je suis pour que le Sénégal décide ou pas si le Sénégal, l'État du Sénégal, le ministère des Sports va accepter l'existence ou pas du MMA. Il faut qu'on règle ce problème-là. Mais après, un lutteur peut signer 3 ou 4 combats. Balagay 2, il a 3 ou 4 combats. Mais il peut se blesser sur un combat. Parce que des risques, même en football, on peut se blesser. En lutte, encore plus. Parce que c'est un sport de combat. Je suis un peu plus partagé par rapport à ça. C'est vrai, moi, personnellement, le MMA, ça n'emporte pas mon adhésion. Pourquoi? C'est trop violent. C'est extrêmement violent. Je pense que dans un pays comme la France, est-ce qu'ils ont accepté ça jusqu'au dernier moment? C'est ça. Donc moi, j'ai un problème par rapport à cette discipline-là. Bon, mais d'autres aiment, c'est bon. Je suis libre chez moi. La télé. Les coups. Non, c'est pas parce que j'aime pas les coups, mais la manière dont c'est organisé, surtout dans une cage. Ça donne des gens au sol, ça donne de très mauvaises idées par rapport on te prive de ta liberté et ainsi de suite. C'est un problème pour moi. Donc, mais je suis un peu plus partagé par rapport à cette décision là. Parce que si des lutteurs sont capables de pouvoir signer 3 ou 4 combats, Balagay 2 a 3 ou 4 combats qu'il a signés. Ok, il va lutter contre Bombardier, il va lutter contre le jeune de Guédiawaye là, non, de Pikine autant pour moi. Boignan 2, il va lutter aussi contre Emerson, quelque chose comme ça. Donc il y a une série de combats qu'il doit organiser si c'est possible. Donc un lutteur peut pas. Enfin, le problème c'est quoi? Il a signé les 3. C'est un problème économique. Il a signé les 3 avec le même promoteur. Oui, d'accord. Mais ça reste encore parce que c'est une blessure. Je ne lui souhaite pas, je touche du bois pour lui. Une blessure sur un combat, ça peut avoir un impact sur l'autre. Tu as dit quelque chose, il y a un problème de gestion du calendrier. Il y a des promoteurs qui ont signé pendant 2 ans pour un combat, ils ont bloqué un lutteur. Or, mais le lutteur, il vit de ça. Je pense qu'il faut repenser aujourd'hui l'organisation de l'agenda de la lutte. C'est vrai qu'avec le corona, là, les gens ont eu du mal, mais maintenant, on touche du bois, ça va un peu mieux. Il faut repenser l'agenda de la lutte. Mais empêcher quelqu'un de lutter parce qu'il fait une autre discipline, parce qu'il est sous contrat. Les sous-contrats, ça me paraît pas très... Ça manque un peu de pertinence juridique pour moi. C'est votre point de vue, vous, Demba Varor? Non, moi, je suis d'accord avec le CNG qui essaie de réglementer, même si j'ai des interrogations. Déjà, le CNG dit
je n'ai pas encore entendu la version de Bira Sen, le nouveau président du CNG, sur les contrats signés avec les promoteurs. Parce que le CNG de Aliou Sarr disait que eux, ils ne reconnaissaient les contrats que quand c'était signé, c'était enregistré au niveau du CNG. Et ça se faisait souvent à une semaine ou à 1 mois ou à 2 mois au grand maximum du combat. Il y a des promoteurs qui attendaient même avant 1 mois avant pour aller régulariser. Donc aujourd'hui, c'est vrai, Gaston a signé avec Bombardier. Mais est-ce que Gaston a régularisé ce combat-là au niveau du CNG? Donc est-ce que le CNG peut interdire, alors que avant, le CNG disait que je ne reconnais... Si le CNG dit je régule par rapport à un contrat signé à l'extérieur, c'est forcément sur les contrats qui sont parvenus, qui sont régularisés. Il ne peut pas intervenir sur les contrats. Parce que souvent, les promoteurs, les lutteurs disaient on signe pour des histoires de sponsoring et les cachets officiels ne sont jamais connus et ne correspondent jamais à ça peut être un coup d'épée dans la mer. Parce que sinon, le bombardier qui va faire son NMA n'est pas lié. Si Gaston n'a pas régularisé, donc le CNG n'a pas peut-être les moyens d'interdire à Bombardier d'aller faire un combat, je ne sais pas, en France. Est-ce que ces lutteurs peuvent attaquer cette décision devant la justice, par exemple? Est-ce que c'est possible? Juridiquement, je sais pas, mais je sais que Gaston peut, en faisant son contrat avec un lutteur, mettre dans une des clauses que tu n'es pas habilité à faire un combat MMA. Moi, je pense que ça règle tous les soucis. En général, quand ils signent des contrats, il y a des clauses qui prévoient qu'ils ne peuvent pas s'engager avec un autre promoteur. Voilà. Ça, c'était parce que jusqu'à une période récente, c'était carrément un truc interne. Et je ne vois pas le CNG pouvoir avoir l'argument juridique à opposer à un lutteur dont le contrat n'est pas déposé sur sa table pour enregistrement. Je pense que s'ils ont fait cette circulaire-là, c'est pour les combats ficelés et officiellement enregistrés au niveau du CNG. Parce que demain, moi, je fais du NMA, je m'appelle Bombardier, je vais signer un contrat pour faire un combat en Suisse ou au Japon. Je viens, le CNG me dit, vous n'avez pas le droit de le faire. Parce que si le CNG avait dit, les licenciés de la lutte au Sénégal ne peuvent pas faire du NMA, on aurait compris, c'est une règle générale. Parce qu'ils sont là, ils ont la délégation de pouvoir pour administrer. Juridiquement, ils sont fondés à le faire. Mais si les contrats, ils disent, ceux qui sont sous contrat, c'est forcément les contrats enregistrés au niveau du CNG, pas les contrats entre promoteurs. Le promoteur, c'est son sport, et le lutteur. Un contrat qui n'est pas sur la table du CNG, le CNG ne peut pas s'impliquer dedans. Donc ça veut dire que dans la pratique, cette réglementation-là peut ne pas avoir beaucoup d'effet. Parce que très souvent, c'est au dernier moment que les promoteurs... Elle va avoir un effet. Parce que les promoteurs qui vont signer désormais seront obligés d'aller enregistrer pour éviter que leurs lutteurs qu'ils ont engagés n'aillent lutter, à moins qu'ils ne mettent des clauses pour dire que vous n'avez pas le droit de faire du NMA. Si j'étais le conseil des promoteurs, je dis, on le met dans une clause en signant le contrat. Que tu ne peux pas faire du MMA. Tu peux pas faire du MMA parce que c'est trop dangereux. Mais maintenant, il va falloir que, dans le même temps, que les promoteurs respectent les délais et qu'ils aillent dans les... Parce qu'il y a toujours, pour les remboursements, il y a toujours des sociétés d'assurance. Il y a énormément... Aujourd'hui, quand tu ne respectes pas le délai, tu peux avoir des assurances, des sociétés d'assurance. Vous dites, s'il y a un cas de force majeure, l'assureur, on te paye ça, et que s'il y a un cas de force majeure, on est remboursé. Est-ce que le MMA est bien organisé au Sénégal avec peut-être un comité de gestion, un comité de promotion avec beaucoup de pratiquants? Non, il y a plutôt une association MMA Sénégal qui se charge, qui est en fait une sorte d'embryon d'une sorte de CNP, futur CNP. Parce qu'aussi, il faut reconnaître que l'État du Sénégal tolère le MMA, mais ne le reconnaît pas encore. C'est ça. Il y a eu une soirée de gala MMA dont j'ai parlé tout à l'heure qui avait eu, je crois, en 2019. C'était dans ce cadre-là. L'État du Sénégal s'était impliqué à autoriser la tenue de ce gala-là. Mais en réalité, on savait très bien que c'était pas... Ils ont été reçus par le ministre des Sports à l'époque, qui les a autorisés à organiser leur manifestation. Mais on sait que
juridiquement, il n'y a pas encore un cadre qui permette de pratiquer cette forme de combat. C'est une association qui gère ça. Pourquoi il y a eu un retard dans la reconnaissance de cette discipline au Sénégal? Parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition, ça il faut bien le dire. Il y a énormément de secteurs d'activité dans ce pays-là qui ne voient pas d'un bon œil l'arrivée du MMA. Le monde de la lutte était réticent au départ. Oui. C'est aujourd'hui, parce qu'il y a eu Bombardier qui a été le précurseur, que Regrec, qui sont très populaires quand même, des lutteurs très populaires, c'est à ces disciplines-là que ça commence à s'ouvrir. Mais au départ, il y a énormément de réticences. Même le CNG d'alors, sous Alioune Sarr, n'était pas trop. Lui, il est médecin. Donc vous voyez que forcément, il est contre. Parce que c'est un sport d'une extrême violence. Il faut regarder les combats qui se déroulent aux États-Unis de NMA pour comprendre la nature violente de cette discipline-là. Les gens sont au sol, plaqués au sol, ne peuvent pas se défendre. Ils sont massacrés avec des coups. On donne tout type de coups et vous voyez parfois le sang qui gicle et toutes ces choses-là. C'est tellement violent qu'en France, par exemple, ce n'est pas autorisé de diffuser, la NMA n'est pas diffusée par certaines chaînes de télévision. Et celles qui diffusent, le diffusent à des heures tardives. C'est récemment. Hein? Oui, tardives pour éviter que les plus jeunes n'aient accès à ces programmes-là. Donc ça renseigne sur la nature du sport. Peut-être on voit, nous, les combats qu'on voit avec nos lutteurs, souvent on n'atteint pas ce degré de violence-là, mais il y a de ces combats de MMA où des gens sortent avec des jambes brisées, des bras cassés. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a vues en regardant ce sport-là. Donc, est-ce que le Sénégalais est prêt à voir ces images-là? On dit que les Sénégalais ne sont pas si violents que ça. Or, ils aiment aller le dimanche après-midi au stade, voir des gros gars se donner des coups de poing jusqu'à ce que la bouche saigne ou qu'on se retrouve avec un œil, comme ça a été le cas avec Emerson Gris Bordeaux, où c'était du pugilat, tout sauf de la lutte, de la boxe carrément. Donc, c'est difficile à percevoir, mais je pense que la réglementation encore qu'il y a au Sénégal ne permet pas de trop développer cette discipline-là. Mais l'État ne régit pas totalement cette discipline. Et attendons de voir ce que les autorités vont décider. Mais il y a des gens qui pratiquent quand même la discipline, malgré le manque de reconnaissance. D'ailleurs, ils la pratiquent à l'extérieur. Ici, il y a des gens qui s'entraînent. Mais il n'y a pas encore de combat ici. J'ai lu un article là il y a des pratiquants dans l'ombre. Oui, d'un grand journal français où il y a des gens qui ont transformé leur salle de sport en pratiquant des MMA, hein, carrément. Hein. Ouais. J'ai lu un article pour ne pas faire de la publicité du Monde avant, il y a 2 jours. Sur ça, un vrai reportage. Donc il y a des gens qui se préparent uniquement pour ça parce que quand même il y a beaucoup d'argent en jeu. Hein, il y a beaucoup d'argent. Et vous savez, quand vous mettez de l'argent, ça attire les gens. Ça attire des gens. Aujourd'hui, l'Afrique est carrément visée. Pour développer... Il y a même une ligue qui est annoncée pour l'Afrique. C'est ça, pour développer la pratique de la discipline. Je vous disais que le champion le plus en vue, c'est un Camerounais. Ouais. Il y a 2 Nigérians qui sont en poids moins, il y a 2 Nigérians qui sont au top. Ils se disent que l'Afrique, c'est un terreau fertile. Je sais qu'ils ne sont pas visés par hasard. Ils savent qu'ici, c'est un peu difficile sur le plan socio-économique. En plus, les Africains aiment les sports de combat. Non seulement ils aiment ça, mais surtout ils se disent qu'il est plus facile de recruter des gens au niveau d'ici. Le morphotype africain. C'est ça, le morphotype. Mais aussi, c'est sur le plan économique. Ils savent que dans certains pays, la législation va être plus draconienne qu'en Afrique où les conditions sociales ne sont pas réunies pour la promotion des jeunes. Donc les jeunes ont tendance à aller là-bas parce que quand on te raconte l'histoire de Francis Ngannou, c'est presque un rêve, un American Dream. Un SDF, il est parti de rien, il est devenu aujourd'hui un champion qui a beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Ça peut arriver à encore. C'est comme le phénomène de. Comment ça s'appelle Boule Falé, à un certain moment, tu es sorti de nulle part, de Tyson, sorti de nulle part et réussir. Donc ça peut bien coller avec ce qui se passe malheureusement dans la société africaine aujourd'hui. Demba Varor, de votre point de vue, l'Afrique peut être un terreau fertile pour le MMA? Bien sûr, parce que il y a toujours des combattants ici et il y a beaucoup de pauvreté et souvent les sports de combat, j'ai une fois écouté Mike Tyson qui disait que si lui, il a fait de la boxe et qu'il a réussi dans la boxe, il ne souhaite pas que son fils fasse de la boxe parce que son fils n'a pas trop connu la galère. Ouais. Alors que quand tu te bats sur un ring, il faut avoir faim. Une source de motivation. Il faut avoir une source de motivation. Quand tu as traversé des galères, ça t'aide vraiment à te surpasser dans le ring. Quand tu as traversé certaines difficultés, tu as beaucoup plus
tu as beaucoup plus, comment je vais dire, tu veux beaucoup plus donner dans le ring. Tu donnes tout ce que tu as. Tu as comme l'impression de vouloir prendre ta revanche sur la vie. Maintenant, financièrement, quand tu vois qu'un athlète nigérian, qu'un combattant nigérian a pu, sur une seule année, glaner plus d'1 million de dollars, tu te dis que tu ne peux pas avoir ça dans beaucoup d'autres combats, dans beaucoup d'autres sports ici en Afrique. Ce n'est pas le judo qui va te donner ça. Ce n'est pas le karaté qui va te donner ça. Encore moins la lutte avec frappe. Encore moins la lutte avec frappe. Même si Balaguer, sur ces 4, je pense, combats, il a pu peut-être amasser 400 ou 500 millions de francs CFA. C'est ça qu'on dit, hein, bon, mais moi j'ai des doutes. Quoi. Moi j'y crois parce que Balla, je pense qu'il émargeait à 100 millions ou à 150 millions dans ses précédents combats. Si c'est 100 millions, ça fait 400 millions. Oui, c'est ça que j'ai dit, environ 400 millions. Bon, si c'est 1 million de dollars, ça fait 500. Hein. Ça fait 500 millions. Donc, quand même, oui, c'est pas loin. C'est pas loin. Donc je pense que Balla peut avoir ça. Et même Yekini a eu un combat à 200 millions. Modlo a dit qu'il y a un de ses combats où il a eu pratiquement près de 140 millions. Mais il n'a pas eu 2 combats dans l'année. Non. Il n'a qu'un seul combat. Un seul combat. Il n'y a que Balla qui a pu avoir 3-4 combats sur une année. Donc, avoir 1 million de dollars. Mais pour avoir 1 million de dollars, ce que je dis, il faut avoir été un combattant MMA avant ses 30 ans ou bien être un ancien boxeur ou un ancien karatéka et faire du MMA et faire exclusivement du MMA, pas être partagé entre la lutte ou le MMA. Les Ama Baldé et tout, consorts, moi je pense que c'est un peu trop tard pour eux de faire du MMA. Ouais, vous avez tout à l'heure cité Mike Tyson, qui au passage est l'idole de Francis Ngannou, le champion camerounais de MMA, qui est en train de faire de très belles choses lui aussi dans cette discipline. Chers amis, si vous le voulez bien, on va passer au second thème. Ça va porter sur le football et sur le Ballon d'Or France Football, qui sera décerné lundi prochain au théâtre du Châtelet à Paris. Arouna Deme, selon vous, qui devrait gagner le Ballon d'Or dans quelques jours? Qui devrait gagner? En tout cas, si on se base sur les résultats, puisque l'un des critères du Ballon d'Or, quand même, c'est les performances individuelles des joueurs. Même si depuis quelques années, on constate que c'est une idée complètement dévoyée, on ne sait plus quels sont réellement ou véritablement les critères d'attribution de ce Ballon d'Or-là. En tout cas, personnellement, je ne m'y retrouve plus. Je me pose des questions sur la manière dont cela se fait, malgré que j'ai lu et relis même les pas plus tard qu'hier. C'est le talent, la performance individuelle et collective et la carrière. Hein? Oui, mais est-ce que ce qui s'est passé ces dernières années montre que c'est ce qu'on a pris en compte? Je me pose la question. Personnellement, pour cette année-ci, j'aurais voté pour Lewandowski. Je pense que quand même ce qu'il fait, on a beau ça du Bayern, ce qu'il fait, aucun autre joueur qu'est-ce qu'il a sur gagné? cette planète. Ben, j'y viens. Le soulier d'or. J'y viens. C'est un supporter du Bayern aussi. On le laisse développer. Au-delà de ça, en fait, il faut être simplement objectif. L'année dernière, on n'a pas donné le Ballon d'Or parce qu'il avait gagné la Ligue des Champions. On a évoqué la Covid pour justifier. Alors que c'est un seul grand championnat qui avait été arrêté, le championnat de France. Le championnat allemand est allé au bout, le championnat anglais est allé au bout, l'Italie est allé au bout, l'Espagne est allée au bout. Et les stars qui devaient gagner le Ballon d'Or, que ce soit Messi ou Ronaldo, n'avaient pas été aussi performants que Lewandowski. Et pourtant, France Football a dit on ne donne pas le Ballon d'Or parce qu'il y a la Covid. Cette année, ceux qui ont gagné n'ont pas été meilleurs que lui. Lewandowski, il est déjà sur cette année 2021 à 71 buts. Le deuxième derrière lui, c'est qui? 64, je pense, ou 65. 71 sur toute l'année. Okay. 71. Toute compétition confondue. Il est à 71 buts. Celui qui est derrière lui n'a pas encore atteint les 60 buts. Hein. Même pas les 50. Voilà. Donc, pour dire que l'écart est abyssal, malheureusement, je pense que il n'est pas, entre guillemets, comme on dit, très sexy comparé à un Messi. Messi, il y a des années où il a gagné le Ballon d'Or, il n'avait absolument rien gagné, à part le championnat d'Espagne. Aujourd'hui, on nous vend Benzema, en tout cas les médias français font tout pour que ce soit Benzema. Benzema, de mon point de vue, ne méritait même pas dans le top 5.
pour le Ballon d'Or. Pourquoi? Qu'est-ce que le Real a fait sur la saison? En Ligue des Champions, ils n'ont pas été aussi performants que cela. En championnat, ils n'ont pas été champions. En termes de performance à l'Euro, Benzema et l'équipe de France, on a vu, ont été éliminés par la Suisse. Donc, vous le nominez sur quelle base? Dans le top 5 mondial. La Ligue des Nations, peut-être. La Ligue des Nations arrivait bien derrière. Messi, il a gagné quoi? Le Barça moribond qu'il a quitté, il n'a gagné que la Copa América. Le trophée qui lui manquait. Est-ce que gagner le titre continental seul suffit? Dans ce cas-là, il faudrait peut-être donner à Jorginho le Ballon d'Or, puisque l'Italie est championne d'Europe aussi. Donc vous voyez, même si Lewandowski n'a rien gagné... L'Euro et la Ligue des Champions. Oui, mais j'en viens. La Ligue des Champions, c'était le référentiel, en fait, pour le Ballon d'Or. Or, on a parlé du critère de la carrière. Sur les 3 dernières années, Lewandowski est le meilleur attaquant du monde en termes de performance individuelle. Donc, si on prend en compte ce critère carrière, avec son titre de l'année dernière, la Ligue des Champions, avec le Bayern avant que Chelsea la gagne, il aurait pu être pris en compte pour gagner le Ballon d'Or. Donc, je pense que c'est le joueur le mieux placé pour gagner. Maintenant, est-ce qu'il va gagner ou pas? Compte tenu des enjeux commerciaux et autres, il se peut que ce ne soit pas lui qui gagne. Aruna qui vote pour Lewandowski. Salif Diallo, c'est qui votre BO dans quelques jours? Vous me permettrez de ne pas dire, parce que bon, vous savez que je suis celui qui va voter pour Best, pas pour le BO. Ah, mais ça n'a rien à voir, il faut dire. Si, mais il ne faut pas fuir le débat. Oui, on a déjà donné les nominés. C'est presque là, il n'y a pas de différence fondamentale. Si je dis déjà... Vous avez une obligation de réserve, c'est ça? Si je le dis, pas pour le Ballon d'Or. Je préfère que la FIFA... Vous pouvez avoir voté pour quelqu'un d'autre au Ballon d'Or. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qui va gagner le Ballon d'Or. Mais les critères... Mais qui aurait dû gagner selon vous? L'année dernière, j'ai voté pour Lewandowski. On m'est tombé dessus, les gens m'ont fracassé ici, parce que certains m'ont accusé même de être un Sénégalais, parce que j'ai voté pour Lewandowski. Effectivement, pour moi, il remplissait toutes les cases. L'année dernière, Lewandowski, c'est pourquoi j'ai voté pour lui. Il y a des critères qui sont bien établis. Je pense que les performances au cours de la saison sont extrêmement importantes. Les performances sont extrêmement importantes dans un sport collectif. Ça, c'est mon avis. C'est vrai qu'il y a le talent individuel. Lewandowski, et vraiment, ce qu'il fait, ça dépasse l'entendement, quoi. Mais qu'est-ce qu'il vaut dans sa sélection qui a participé à l'Euro, qui est éliminé en 8e ou en quart de finale, je ne sais plus. Donc, moi, je ne vais pas dire pour qui je vais voter. Mais cette année, je ne suis pas sûr que ceux qui se disputaient les premières places là vont gagner. Je veux parler de Messi et de Ronaldo. Ils n'ont pas été très brillants la saison dernière. Je suis pas sûr. On a une petite idée sur la préférence de Salif Diallo. Debo Varor, selon vous, qui va remporter le Ballon d'Or? Qui va remporter, je ne sais pas, mais qui j'aurais voté? Lewandowski. Tout simplement parce que je pense qu'il est le plus régulier sur les deux. L'année dernière, tu aurais voté pour Lewandowski aussi? Oui, okay, oui. L'année dernière, je n'aurais même pas hésité parce que cette année, jusqu'au mois de juillet, après la Copa, moi, je votais Messi. Okay. Je votais Messi. Après la Copa, je votais Messi. Parce que Lewandowski n'avait pas fait une bonne compétition à l'Euro. Et en Ligue des Champions, Lewandowski avait été éliminé comme Messi en 8e de finale. Donc, le fait que Messi ait gagné avec sa sélection me faisait pencher vers lui. Mais si on prend les 6 derniers mois, mais si ce n'est pas ça, il n'a même pas la moyenne. Quand on prend les 6 derniers mois de la classe. Hein? Depuis qu'il est à Paris, il n'a manqué qu'un but en championnat et en Ligue des Champions. Non, 3 en Ligue des Champions. 3 en Ligue des Champions. 2 contre City et un contre City et 2 contre Leipzig. Mais vu son statut et sa carrière, il ne faut pas l'enterrer aussi vite. Il peut créer la surprise. Justement, mais même Lewandowski, sa carrière parle pour lui, surtout en club. Parce qu'il a été vraiment régulier en club. Depuis qu'il est à Dortmund, c'est un gars qui te met en championnat au moins 20 buts. Et n'oublions pas qu'il a été soulier d'or dans un championnat qui ne joue que 34 journées, par rapport aux autres championnats qui jouent 38 journées. Donc ça montre sa régularité. En Ligue des Champions, même si le Bayern a été éliminé, on oublie qu'il n'a pas joué. On oublie qu'il était blessé. Donc ça, normalement, ça lui redonne du crédit. Ça peut faire dire que sans Lewandowski, le Bayern a péché. Le Bayern n'y arrivait pas. Donc ça lui donne beaucoup de crédit. Alors que Messi a joué avec le Barça, a été éliminé
alors qu'il a joué avec le Barça. Il a joué aller-retour, il a même raté un penalty qui aurait pu être décisif. Donc, je pense que Lewandowski a beaucoup de crédit. C'est vrai, en sélection, il n'a pas été rayonnant. La Pologne a été très vite éliminée de l'Euro. Mais aucun des concurrents cette année ne présente un bilan très parfait. Je dirais même un bilan à 90% parfait. Donc, beaucoup d'entre eux, si je procède par élimination, vont être éliminés. Benzema, par exemple, il a été bon sur l'année, c'est vrai. Mais le Real n'a rien gagné. La France a été éliminée très tôt, en huitième de finale de l'Euro. Il a gagné la Ligue des Nations, mais il n'y a que ça qui est reluisant. Et même la Ligue des Nations, qu'est-ce que ça vaut? Quand Cristiano Ronaldo l'a gagné, on a dit que c'était juste une coupe Portomeu. Donc, c'est vraiment pas ça qui va faire vraiment la balance par rapport à Lewandowski. Lewandowski, le fait qu'il soit soulier d'or et le fait qu'il n'a vraiment pas gagné le Ballon d'Or 2020 fait vraiment de lui, je pense, le plus légitime cette année par rapport aux autres. Certains disent que c'est peut-être le Ballon d'Or le plus indécis depuis ces 12-13 dernières années. Et quelle est l'explication que vous donnez à cette situation-là? Tout simplement, ça me ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'on ne veut pas que celui qui est au-dessus du lot gagne. Et donc, on crée une incertitude. Parce que, je le répète, Benzema... Il y a quelques années, c'était soit Ronaldo, soit Messi. Oui, c'était clair. Parce qu'ils enseignaient... Messi mettait 50 buts dans la saison. Même si le Barça n'était pas champion d'Espagne, on disait que c'est Messi. Il n'avait pas gagné la Copa América. Ronaldo mettait 50 buts avec le Real. Il arrivait en demi-finale ou finale de Ligue des Champions. Même s'il ne gagnait pas, on dit qu'il est champion d'Espagne, il faut lui donner le Ballon d'Or. C'était ça, en fait, le jeu. Cette année, c'est Messi, l'année suivante. Parce qu'il fit une année où Ribéry a presque tout gagné avec le Bayern. 2013. On ne lui a pas donné en 2013. En 2014, Manuel Neuer, gardien du Bayern, a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, le championnat d'Allemagne, et qui était Ballon d'Or. Messi. Qui avait gagné quoi? Le championnat d'Espagne. Qui a été battu en finale par le même Neuer, qui avait mis aussi un 7-0 au Brésil à la Coupe du Monde. Donc vous voyez que c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on en arrive à une situation où on ne comprend même plus si ceux qui ont créé le Ballon d'Or et qui ont mis leurs règles en place les respectent eux-mêmes. Parce que s'ils les respectaient, les critères qu'ils ont définis, il y a eu beaucoup de 2 ou 3 Ballons d'Or qu'ils ont donnés qui n'auraient pas été attribués à ceux qui l'auraient. Et en 2010, on ne pouvait pas donner le Ballon d'Or à un autre joueur qu'à Iniesta, qui était champion du monde. Pourtant, on l'a donné à Messi. Marque le but, buteur en finale. Buteur en finale et vainqueur de la Ligue des Champions avec Messi. Quel que soit le niveau où Messi était, et l'autre avait quand même... Peut-être qu'il ne fait pas une très bonne mais il ne faisait pas un Ballon d'Or saison. sexy, contrairement à Messi. Parce qu'il y a le côté commercial, en fait. De mon point de vue, c'est plutôt l'aspect commercial, sponsoring et autres. C'était le collectif plus que ça véhicule, qui a fini par prendre le dessus. C'est comme le Ballon d'Or africain, où certains joueurs sont considérés comme plus vendables que d'autres et qui souvent gagnent, contrairement à peut-être d'autres qui font de très bonnes performances. De mon point de vue, c'est là où se situe la difficulté. Les critères, je pense qu'il y a une sorte d'oubli de ces critères-là au moment de voter, parce que les gens votent pour tout ce que Messi a fait, tout ce qu'il représente, ou tout ce que Ronaldo a fait, ou tout ce qu'il représente. On se focalise trop sur le passé et pas suffisamment sur les joueurs qui sont sur le moment précis, sur cet instant T sur lequel on est. Les meilleurs ou en tout cas les plus en vue. Vous avez rappelé la demi-finale entre le Brésil et l'Allemagne. C'était 7-1. Salif Diallo, est-ce que le Ballon d'Or a toujours de la crédibilité? Puisqu'après chaque vote, il y a des critiques qui viennent d'un peu partout. Bon, est-ce que les critiques, il faut que c'est une œuvre humaine, elle n'est pas parfaite. Et il faudrait... Mais à la limite, c'est normal. Parce que vu les enjeux aujourd'hui, un Ballon d'Or pour un pays, pour la carrière d'un joueur, pour un club, pour un équipementier, c'est beaucoup, ça impacte forcément. Et ensuite, quand on entend parler de certains jurys, certains membres du jury, certains de nos confrères qui sont plus
dans le métier, qui sont en train de faire autre chose. Ou bien quand on voit certains votes, on se dit convaincu quand on suit l'actualité que le gars, il est à côté de la plaque. Ça fait peut-être 5 mois qu'il n'a pas regardé des matchs de football. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Mais bon, fondamentalement, c'est une mesure. Ça permet de mesurer l'état du football à un certain moment. Maintenant, on peut ne pas être d'accord ou d'accord, mais c'est un fait qui est là. C'est important d'avoir ça. Moi, c'est des humains qui font ça. Qui vote pour le Ballon d'Or? Le Ballon d'Or, il n'y a que des journalistes. Ouais. C'est le contraire de Best où il y a les capitaines, les entraîneurs, il y a le public et les journalistes. C'est ça. Bon, mais c'est vrai qu'il y a certains, par exemple, en 2010, moi, je n'aurais pas donné ça à Messi, mais je n'aurais pas donné ça à Iniesta. C'est vrai qu'il a marqué le but de la finale, mais il n'a pas fait une grandiose Coupe du Monde. Parce que l'essence, c'était plutôt le collectif que plus les individualités. Peut-être, tu me dis, Barcelone, ce qu'il a fait à Barcelone, je ne me rappelle même plus. C'est vrai, il y a des ballons d'or qui ont été contestés et qui sont contestables. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est bien. C'est une valeur, c'est une mesure qui est là. On peut ne pas être d'accord, mais c'est une mesure importante qui est là. Je pense que nous-mêmes, on doit gagner. La RTS, aujourd'hui, doit penser à ça, à créer. La NPS fait de très bonnes choses, mais nos médias, parce que c'est une très bonne publicité. Aujourd'hui, il n'y a que médias français, un seul média qui fait la publicité autour de lui. Aujourd'hui, les médias sénégalais doivent aller dans ce sens-là. Ouais. Créer un truc, pas seulement en sport, mais pourquoi pas dans une autre discipline, pour à la fin, ça crée une personnalité. Demba Varor, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que dans le choix du Ballon d'Or, ce n'est pas seulement le critère sportif qui est pris en compte, il y a aussi l'origine du joueur, parfois la couleur de la peau, l'aspect marketing et tout cela. Oui, c'est possible, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités. Ça, c'est sûr, on n'a pas les mêmes sensibilités parce que souvent, il y a parmi les votants, il y a des gens, parce que le vote, après tout, s'il y a 40 ou 50% ou bien 60% d'objectivité, il y a également 40% de subjectivité. Et donc, c'est ça qui va faire qu'on ne peut pas avoir les mêmes votes. On ne peut pas avoir à l'unanimité, genre, c'est tel joueur qui va gagner à l'unanimité, parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités quand on regarde les matchs de foot. Et ce que je dis tout le temps, c'est que Messi et Cristiano ont changé, sans le vouloir, les critères, même si ce n'est pas écrit. Parce qu'avant, on était moins scotché sur les stats. Genre, il a marqué tel but, combien de... Mais c'est que quand Messi et Cristiano sont venus, ils se sont tellement tirés la bourre sur les buts marqués et tout, que les gens se disaient tout le temps « Waouh, il a marqué 50 buts en championnat, il a marqué 40 buts, il a marqué 91 buts sur une saison. » Allez fouiller les stats de Zinedine Zidane sur une saison. Il ne te marque pas 10 buts, mais il a gagné le Ballon d'Or. Et il était moins, peut-être, même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux qui donnent beaucoup plus de résonance aux critiques, mais il n'avait pas certaines critiques pour dire qu'il ne le méritait pas, il ne le méritait pas. Il avait gagné la Coupe du Monde. Il avait gagné la Coupe du Monde, mais on ne regardait pas derrière les stats. Il y a des attaquants qui avaient peut-être fait beaucoup plus de stats. Ronaldo, quand il gagne simplement la Coupe du Monde. Modric, quand il gagne, il ne gagne pas la Coupe du Monde. Ouais. Les finalistes. Il est finaliste, mais il ne gagne pas la Coupe du Monde. Donc, je pense c'est vrai que la Coupe du Monde a joué, mais c'est aussi ce que Zidane rapportait dans le foot, son élégance. Ça, maintenant, ça compte moins. Les gens regardent moins le fait que le joueur soit élégant, le talent, le joueur qui égaye un peu, qui donne le spectacle. Sinon, Iniesta aurait eu peut-être le Ballon d'Or. Mais c'est que quand Iniesta est venu, c'était l'ère Messi et l'ère Cristiano Ronaldo, l'ère des stats. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il peut dormir 90 minutes, mais il va te mettre un but à la 93e minute, même un tap-in. Les gens vont dire que Cristiano Ronaldo est extraordinaire. C'est comme hier. Parce qu'il a marqué un but, entre guillemets, Tampedoli. Tampedoli, tap-in. Okay. Mais vraiment, les gens vont s'émerveiller là-dessus. Alors que de moins en moins, on ne retient les artistes. C'est pourquoi moi, je n'étais pas parmi ceux qui critiquaient le Ballon d'Or de Luka Modric. J'étais pour Modric parce qu'il refaisait vivre le talent.
moi, je me disais que c'est au-delà des statistiques. C'est le talent. C'est le talent. Quand les gens disent que Pedri ne mérite pas le Golden Boy parce qu'il n'a pas de stade, je dis, c'est pas ça le football. Après, je peux les comprendre parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des gens qui ne regardent que les attaquants. C'est pourquoi peut-être que c'est plus les attaquants qui ont gagné le Ballon d'Or. Mais moi, j'adore voir ces gens-là qui font du spectacle. Les gens qui font vraiment vivre le ballon. Et Pedri en fait partie. Et Luka Modric en faisait partie. Donc, moi, si je votais, c'est vrai, comme je l'ai dit, je vais voter Lewandowski parce qu'il a été régulier, mais c'est parce que les Messi et Cristiano ont inconsciemment, dans la tête des gens, changé la perception. Ils ont fait évoluer les critères pour l'attribution du Ballon d'Or. Ouais, on a comme l'impression que maintenant, gagner des trophées n'est plus valorisé. Même pour ce Ballon d'Or-là, on a Donnarumma qui a gagné l'Euro, N'Golo Kanté et Jorginho qui ont gagné la Ligue des Champions. Mais apparemment, ils seront relégués tout juste derrière Lewandowski, Messi, Benzema. On individualise en quelque sorte. Hein. C'est un trophée qui reflète même l'image de l'individualisme du football d'aujourd'hui. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça, c'était très collectif. Les ballons d'or qui gagnaient à l'époque, ils jouaient dans des équipes où il y avait quand même beaucoup de talent, mais il y avait un joueur qui un peu était au-dessus du lot. Il l'a dit, les chiffres comptent plus, les chiffres individuels, et on ne prend plus en compte carrément l'effet collectif. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, Benzema ne serait pas dedans. Peut-être qu'on aurait eu un N'Golo Kanté, un Jorginho, parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Souvent, la Ligue des Champions a été le facteur déterminant, parce que c'est la ligue qui réunit les meilleurs footballeurs du monde, et c'est la compétition la plus difficile à gagner, quelque part. Et donc, finalement, l'individualisme a pris le dessus sur tout. Et de ce fait, on en arrive à une situation où on se demande même s'il ne faut pas aller chercher carrément d'autres critères à coller à ce trophée-là pour qu'on sorte certaines aspérités, comme si je peux les nommer ainsi. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, les critiques qu'on sort, on ne les retrouverait pas. Il y a eu, quand la liste des 30 est sortie, à un moment donné, les gens sont beaucoup plaints de l'absence d'Edouard Mendy. Ouais. Alors qu'on voit des gardiens de but de son niveau, ou qui sont en tout cas, je dirais même de son niveau, qui considèrent aujourd'hui qu'il est le meilleur gardien du monde, qu'il est au-dessus d'eux. Quand on entend un gardien dire de lui qu'il est le meilleur gardien du monde du moment, et qu'il n'est même pas dans les top 30 des meilleurs joueurs du monde, il y a un problème. Et qu'on retrouve Donnarumma dans cette liste-là, parce que simplement il a gagné l'Euro, il y a un problème. Et donc, Edouard Mendy n'y est pas parce que c'est un Africain? Je pense que c'est plus ça qu'autre chose, parce que son titre de Ligue des Champions et les performances qu'il réalise avec Chelsea, que ce soit en championnat d'Angleterre, à la Premier League, qui est le championnat le plus difficile, et en Ligue des Champions, aurait dû lui donner la chance, je ne dis pas de gagner le Ballon d'Or européen, mais d'être dans le top 30 mondial, et même dans le 15, dans le top 15 mondial, il aurait dû y figurer. Mais il est africain, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas suffisamment commercial, vendable, et ceux qui organisent ce Ballon d'Or, ils cherchent de l'argent. Ouais. Donc, ils ont besoin d'avoir sur le risque des joueurs qui vont faire vendre leur journal, qui vont faire venir les sponsors, et des pays où il y aura de la consommation. Parce que quand Edouard Mendy gagne le Ballon d'Or européen, qu'il vienne au Sénégal, ça ne rapporte pas grand-chose. Mais quand Messi ou un Ronaldo gagne, commercialement, ça va rapporter énormément. Que Lewandowski gagne, ça va rapporter moins, parce que c'est la Pologne. Donc, c'est ces aspects-là qu'il faut sortir du Ballon d'Or si on veut vraiment retrouver l'esprit de départ de ce trophée-là, qui quand même est celui qui est individuellement le plus prisé dans le monde du football. Salif, vous êtes pour le changement des critères du Ballon d'Or à l'avenir? En fait, les critères sont les mêmes, hein. C'est normal, mais il y a Valor qui a parlé de sensibilité. Mais il y a ça, mais l'importance, il faut que les gens donnent la parole, vraiment les jurés là, que des gens qui sont vraiment sur le terrain. Parce que moi, fondamentalement... Il y a beaucoup de journalistes qui votent, qui ne sont plus dans les rédactions. C'est ça, dans les rédactions, ça c'est qui sont dans des positions c'est ça, d'influence. Ce que Aruna a dit par rapport au Guy, oui, c'est des critères
subjectif, mais qui existe forcément. Plus sexy, les jours les plus sexy. Parce que quand on regarde, quand on écrit sur les critères, le palmarès, la classe du jour, qu'est-ce que c'est que la classe? Il n'y a aucune objectivité pour moi. Par exemple, pour Edouard Mendy, le red chef de France Football, il a expliqué, moi, parle de manque d'antériorité au contraire, de sa carrière. Mais au contraire, ça devait être un critère pour le choisir. Parce qu'il est venu de nulle part et il est passé devant les plus gros. Oui, non, je pense qu'ils se sont gourés par rapport à Edouard Mendy. Ils ont peut-être oublié, peut-être c'est, comme il l'a dit, c'est le passeport sénégalais, il n'a pas le passeport de l'Union européenne, c'est un passeport sénégalais, ils se sont gourés sur lui. Aujourd'hui, personne ne peut faire un classement de 30 joueurs dans le monde, tu ne mets pas Edouard Mendy. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas imaginer ça. Et venant d'un journal aussi sérieux que France Football, c'est un problème pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'est humain, ils ont commis une erreur. Ben, ils seront plus grands s'ils avaient reconnu leur erreur. Avec moi, les Africains, les erreurs se répètent avec Eto'o, Drogba et consorts, Sadio Mané, Salah. Pour cette année, Eto'o, je ne sais pas, je ne me rappelle plus les années. Peut-être c'est vrai qu'il a écrasé à un certain moment. Au début des années 2000. Puis ici, une ou deux ou trois fois. On parle beaucoup plus de 2005 et 2006, mais ça aussi, c'était parce que 2006, il y a eu Ronaldinho. En ce moment-là, ce n'était pas encore la dictature des stades. 30 joueurs et ne pas mettre Edouard Mendy, c'est incompréhensible. Moi, je ne peux pas le dire. Maintenant, il faudrait que les gens resserrent un peu le jury, peut-être. Il faut resserrer le jury. Il faut peut-être définir carrément les critères. Revoir ce qui vote carrément. Enlever les dans critères. Certains pays, s'adresser aux associations nationales de presse sportive. Exactement, pourquoi pas. Non. Que quelqu'un de passé. Avec ça, il y aura toujours des critiques. Demba Varro, selon vous, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'attribution du Ballon d'Or pour qu'il y ait moins de polémiques à l'avenir? Pour moi, rien. Parce que, à mon avis, même si on change, ce sera également la même chose. Parce que même si tu restreins à 30, par exemple, le jury qui choisit les 30 nommés, c'est un jury restreint. Le journaliste de France, très restreint. Donc, est-ce qu'il y a des journalistes africains dans ce jury même? Les 30, non, c'est la rédaction. C'est la rédaction de France Football qui fait sa sélection. Donc, c'est restreint. Mais ils ont oublié Edouard Mendy. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de que ça soit 10, 20, 30, 50, 60. C'est d'abord une question de sensibilité. Et après, il y a toujours des a priori. Par exemple, quand un Brésilien arrive dans le championnat de France, son premier match, il fait des gris-gris, il marque. Les gens vont dire, on a un joyau, c'est un king. Quand c'est un Africain ou un autre qui arrive, qui fait un premier match, les gens vont dire, ah, il a fait un bon match, on attend. On va voir s'il va confirmer. Est-ce qu'il va faire ceci? Donc, il y a des a priori qui sont favorables pour certains et qui sont défavorables pour d'autres. Et souvent pour les Africains. C'est pas pour rien qu'on n'a pas beaucoup de gardiens africains en Europe. Parce que, entre guillemets, à tort, je vais dire, ils ont des a priori sur les gardiens africains. Alors qu'on en a eu de grands, et je sais que si d'autres ont leur chance dès le bas âge, ils peuvent être également de très grands gardiens. On a eu de très grands gardiens en Afrique. Mais c'est juste que la plupart n'ont pas eu la chance d'aller évoluer en Europe parce que les Européens ont fermé et ont voulu mettre en avant leurs gardiens. Moi, j'en suis sûr que si dans les centres de formation, ils commencent à accepter des gardiens africains à 18 ans, 19 ans, on peut avoir beaucoup plus de gardiens africains dans les clubs européens. Mais ce sont ces a priori et ces sensibilités-là qui font que l'Africain aura toujours un sentiment, un a priori défavorable, qu'il doit faire 2 fois plus pour taper dans l'œil du juré et des votants. Le Ballon d'Or sera donc décerné lundi prochain à Paris. Merci à Demba Varor. Je ne saurais le dire. C'est à confirmer. Merci à Salif Diallo. Merci à Aruna Dem. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de Oumar Ndiaye. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Passez une agréable fin de soirée en compagnie de nos programmes.